Cette conférence dialogue aura lieu en deux parties. Tout d'abord, Takashi Toda, que je vous présenterai plus en détail après, va faire une démonstration avec des ustensiles qu'on voit rarement en Europe, a fortiori hors des expositions de musées. Et dans un second temps, à partir de cette démonstration et en présence de ces ustensiles, nous allons essayer de développer quelques pistes pour penser ensemble quel potentiel recèlent aujourd'hui les principes mis en œuvre dans certains aspects de la voie du thé pour nous dans une perspective contemporaine de réflexion et de création.
j'espère qu'il n'y a pas trop de jaloux, vous ne m'en voudrez pas d'être le seul à bénéficier de ce bol de thé. C'est un acte très simple, convivial même, et aujourd'hui on voudrait surtout souligner l'aspect décontracté, convivial, que peut avoir cette pratique-là, loin de ce qu'on imagine des cérémonies, et la traduction même du terme de cérémonie est à reconsidérer. Nous allons un peu changer le dispositif pour pouvoir vous montrer plus aisément et les ustensiles et un certain nombre d'images que nous avons préparées. Je vais vous présenter de manière un peu plus détaillée, pour commencer, Monsieur Takashi Toda, qui nous a fait l'amitié et la générosité de venir à Paris avec, encore une fois, des pièces d'exception, pour parler du quotidien. Là encore, il y a une tension entre ces deux termes sur lesquels il nous faudra revenir. Takashi Toda est à la tête de la famille Tanimatsuya Toda, qui, dans la ville de Osaka, dans l'ouest du Japon, est marchand d'ustensiles de thé. Marchand, c'est un terme qui peut prêter à confusion. On imagine des galeristes, des marchands d'art, des vendeurs. Au Japon, cette activité-là consiste bien sûr à acheter et à revendre des ustensiles nécessaires à la pratique de la voie du thé, mais ça ne s'arrête pas du tout là. En réalité, lorsque quelqu'un veut organiser une soi-disant cérémonie du thé, une rencontre autour du thé, il est rare que cette personne ait par elle-même les moyens, à la fois matériels et en termes de connaissances, pour organiser une telle rencontre. Et donc, on fait presque systématiquement appel à un marchand d'ustensiles de thé, à la fois pour emprunter un certain nombre de pièces, mais surtout pour s'assurer de la cohérence et du bon goût des ustensiles qui sont choisis pour cette rencontre-là. Il y a un aspect commissaire d'exposition, si vous voulez, dans cette pratique-là, et on peut même le dire artistique, dans la mesure où il s'agit en quelque sorte, pour prendre des termes volontairement anachroniques, à la fois d'installation et de performance. Et Takashi Toda est donc le 14e chef, c'est-à-dire qu'il y a 14 générations, il y a à peu près 330 ans, à Osaka, son ancêtre a fondé cette maison. Et étant donné la longévité exceptionnelle de sa famille, la famille Tanimatsuya Toda a constitué une collection hors norme, digne des plus grands musées du monde, auxquels elle prête très souvent des pièces qui, vous l'aurez compris, ne sont donc pas nécessairement à vendre. Et aujourd'hui, il nous a fait l'amitié d'amener un certain nombre d'ustensiles, à commencer par un bol qui n'a probablement jamais été en France et qui probablement n'est pas prêt de revenir ici. Donc, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Avant de donner la parole à Toda-san, qui nous expliquera un certain nombre de choses sur les ustensiles amenés, j'aimerais juste procéder à une très brève mise en contexte pour vous donner un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, nous ne procéderons ni à un cours, ni à un exposé chronologique. Nous chercherons plutôt à partager avec vous un certain nombre de remarques et d'idées que nous avons développées lors de nos échanges qui sont fréquents au Japon. Très souvent, on se voit autour de ce genre de dispositif pour admirer des belles pièces, pour discuter, pour boire aussi, et bien autre chose que du thé. Et dans ces conversations régulières que nous menons avec un certain nombre d'amis qui s'occupent d'esthétique, d'art, de thé, de design, nous en sommes venus à élaborer un certain nombre d'hypothèses. C'est encore très élémentaire, donc j'espère que vous nous excuserez des aspects lacunaires de notre démonstration. Mais l'idée principale autour de laquelle nous travaillons, c'est que cette pratique qui peut paraître extrêmement formaliste, complètement archaïque,
extrêmement rigide, en réalité, recèle à la fois dans ses principes théoriques, mais aussi dans ses critères esthétiques et dans sa pratique même, des éléments de réflexion et d'inspiration pour la réflexion et la création contemporaine, sous sa forme la plus avant-gardiste ou même révolutionnaire, pour autant que ces termes aient encore un sens dans le contexte occidental actuel. Et pour ce faire, je voudrais juste revenir brièvement sur la signification que peuvent avoir historiquement et aujourd'hui les termes d'art et d'artisanat au Japon. C'est un vaste sujet. Je ne ferai que revenir sur certains jalons historiques qui sont nécessaires à la compréhension de notre discussion. Il faut penser que l'artisanat, qu'on nomme en japonais en général koge, est loin d'être une catégorie qui s'est établie au Japon depuis des siècles. En réalité, c'est un terme qui est l'adaptation japonaise d'une terminologie occidentale et plus particulièrement allemande, qui s'est vraiment fixée lors de l'exposition universelle de Vienne en 1872. Et il y a eu quelques précurseurs dans l'exportation des arts japonais à l'étranger, en Occident notamment, donc en Angleterre d'abord dans les années 1860. En France, une exposition universelle qui a été très importante dans la constitution d'un imaginaire japonais, japoniste, ultérieurement. Et 1867, il faut se dire que c'est le moment où, exactement pendant l'exposition universelle, si je ne me trompe, il y a des basculements politiques au Japon qui vont complètement modifier la donne, à savoir qu'on passe du shogunat d'Edo au gouvernement de Meiji sous l'autorité impériale. C'est la restauration de Meiji. Et c'est c'est après, donc dans les années 1870, avec l'exposition universelle de Vienne, que nous assistons à une catégorisation, à une mise en catalogue des arts et artisanats japonais. Et si l'exposition en elle-même donne l'impression d'un mélange, d'un aménagement, d'un arrangement, comme dans un intérieur de maison ou de palais, en réalité, c'est à ce moment-là qu'on établit une nomenclature et un catalogage des arts japonais. Et c'est à ce moment-là que, adossé à la notion même d'art, qui donc est traduite en japonais sous le terme de bijutsu, se trouve la notion donc, nouvelle au Japon de koge, les arts appliqués ou l'artisanat, qui vont tout de suite placer la nouvelle compréhension de ces pratiques-là au Japon sous le double signe de l'exportation et d'une certaine d'une réorganisation, d'un réordonnancement de ces catégories-là, de ces pratiques traditionnelles japonaises, sous un œil occidental et souvent pour un public occidental, c'est-à-dire que ces pièces-là seront destinées à l'exportation. Et il est clair que encore aujourd'hui, la notion ou le concept de koge, donc de l'artisanat au Japon, est prisonnière en quelque sorte de ses débuts sous l'influence occidentale et avec la dissolution, disons, du concept d'art, avec les débats qu'a ouvert l'art contemporain en Occident, il y a eu comme par effet de domino un certain nombre d'interrogations, une mise en danger du concept même de koge qui s'est rendu relativement poreux et difficile à définir.
Or, il se trouve qu'au Japon, donc avant même cette catégorisation occidentale, et même pendant et après jusqu'à aujourd'hui, il y a une certaine pratique autour de ces pièces, de ces objets, qui s'est faite dans un contexte culturel, architectural, sociétal, esthétique, qui est largement indépendant de cette catégorie et de cette hiérarchisation en genres artistiques. Vous avez là l'image d'un dispositif, d'une disposition plus élaborée mais similaire à celle que nous avons ici devant vous. Et il est évident que à la fois le contexte pour l'appréciation de ces pièces-là, c'est-à-dire l'architecture, le mobilier, mais aussi le nombre de personnes qui se réunissent dans ce type de salle et les pratiques et les gestes auxquels elles se livrent n'ont largement rien à voir avec l'exposition du Kōgei telle qu'elle peut être appréciée en Occident dans des grands musées ou dans des galeries. Je vais donner la parole à Toda-san pour vous présenter un peu plus en détail successivement les pièces que nous avons utilisées aujourd'hui. Toda-san, et à commencer donc par ce bol exceptionnel que Toda-san a bien voulu amener du Japon, qui est donc un bol de thé raku, noir, qui a pour nom Makiwara, et qui a été réalisé par Chojiro, qui est le fondateur de la maison ou de la dynastie Raku. 今日使ったラクの長次郎ですけれども、多分飛行機に乗ってパリでここに持ってくるってまあなかなかないかもしれないんだけど、そういう本物をちゃんとここに持ってくるっていうことがまあ一番大切なことだなと思って今回は持ってこれたんですけども。Je vais traduire la première personne. Donc cette fois-ci, le protagoniste de cette rencontre est sans aucun doute ce bol raku réalisé par Chojiro. Et c'est en soi un petit événement que de l'avoir amené par avion du Japon vers Paris et qu'il fasse son apparition en quelque sorte devant vous. この長次郎はいわゆる利休型という、まあ、利休の、理想でできた茶碗の形です。Et ce bol de Chojiro, on peut dire qu'il est l'incarnation des formes établies par Rikyu. Rikyu, c'est Sen no Rikyu, on y reviendra. C'est celui qui a codifié et systématisé ce qu'on appelle aujourd'hui la cérémonie du thé. Et Chojiro, c'est l'artisan auquel Rikyu a fait appel pour concevoir les bols qui répondaient à son esthétique. Et ce bol, c'est en quelque sorte la perfection incarnée de l'idéal qu'avait Rikyu quant à la céramique qui devait être utilisée pour le thé. この、まあ、黒楽茶碗というんですけども、長次郎は黒と赤を作っていて、で今回のはその黒の茶碗を使いました。まあ黒が一番利休がまあ表現したかった色なんですけど、まあこれは黒なのかどうかもわからないような色、子供に見た時は黒とは思わないっていう人もいるし、すごく人それぞれによって色が移る変わるような茶碗、不思議な茶碗ですよね。Rikyu a fait des bols de type raku noir et rouge. Celui-ci est noir. Toute la question est de savoir s'il est noir. Un enfant, en le regardant, probablement hésiterait à dire qu'il est noir, et c'est justement là ce qui fait son unicité. C'est la richesse de ses reflets et l'ambiguïté de ces tons, de ces coloris qui sont caractéristiques. あとはなんか、そうね、まあこの今ここにある、映っているスライドですけど、
もともと日本は室町時代にいわゆる中国からの美術品を崇拝してた時期がありました。Donc au Japon, vous pouvez le voir sur les images de gauche, tout à gauche, qui présentent le même bol vu de côté ou d'en haut. Et il y avait donc pendant l'époque de Muromachi au Japon une adoration des objets d'art provenant de Chine. でそうですね、説明するとその四辺天目という一番左の写真ですけども、これは藤田美術館の館蔵品で、日本には3つ国宝として指定されてあるんですけれども、不思議となぜか中国にはないという。Et donc c'est un bol qu'on nomme Yohen Tenmoku. Il y en a 3 qui existent encore, donc ils sont chinois, mais tous les 3 sont au Japon. Ils sont classés trésors nationaux. Celui-ci provient de la collection du musée Fujita à Osaka. それでこの四辺天目はどういうのかな、当時の室町の幕府の、いわゆるお宝としてのステータス、これを持つことのステータスがすごくあったみたいです。Et donc ce bol-là, c'était pour l'aristocratie, le shogunat de Edo, un symbole de statut politique, économique et social. Donc c'était vraiment une forme d'incarnation, d'expression du pouvoir politique et économique. で次の瀬戸天目なんですけども、これはいわゆるその中国を真似をして作った作品ですね。Le bol au milieu, donc qu'on nomme Seto Tenmoku, donc c'est le même type de bol Tenmoku, mais fait au Japon en copiant en quelque sorte le modèle chinois. そこから同時に16世紀ですかねに李朝、朝鮮の焼き物が日本に入ってくる。これは当時、お茶の文化が広がりつつある中、この日本の好みにすごく朝鮮の焼き物があったという。Et il ne faut pas oublier qu'au XVIe siècle, il y a aussi une importation massive de bols coréens, enfin de céramique coréenne. Donc à droite, vous avez un bol caractéristique de cette esthétique-là. Donc il y a là, par ces objets, l'intégration d'une nouvelle esthétique provenant de la péninsule coréenne dans cet ensemble japonais. その中でも長次郎とはどういう存在だったのかと。そうです。その中で。その文脈の。長次郎はどちらかというと利休の意志がすごく強い。利休この獅子のこの獅子のなんていうのかモニュメントを見て、これは堺の町にそのモニュメントがあったんですね。モニュメントっていうか多分ショーウィンドウにあって、それを利休が初めてこの獅子を見た時に、自分の思っている自分の作りたい茶碗はこの長次郎だったらできるんではないかと言って初めにこの獅子があったっていう、そう言われてるんですけども。Et donc dans ce contexte-là, Chōjiro, l'auteur de ce bol-ci, occupe une position particulière. Et c'est Rikyū, donc le fondateur, le codificateur de la voie du thé, qui a repéré Chōjiro, très vraisemblablement en voyant cette pièce-là dans une échoppe et en se disant qu'à cet artisan-là, il pourrait confier la création de bols d'un style radicalement nouveau en comparaison des 3 grands types que nous avons esquissés ici. Nous passons ensuite donc au récipient à thé. Et celui-ci est d'un autre type que celui que Toda-san a utilisé. これは中継ぎではなく、いわゆる利休の好みの町夏目という、日常品というか、昔は薬価、いわゆる薬を入れるものを、中国のね、それを写したみたいなんですけども。Et donc là vous avez l'archétype en quelque sorte d'un récipient à thé. Donc à gauche, c'est en bois laqué.
Et on dit qu'il est dans le style ou dans le goût de Rikyū, c'est-à-dire que c'est la forme que Rikyū affectionnait et qu'il a codifiée très précisément aux mesures, aux dimensions. Et ce type-là était pour un usage quotidien, donc c'est quelque chose qu'on employait assez communément. その形とその私服も含めて、そうですね、まあ見ての通りいわゆる飾りを全て装飾を取っちゃうとにかくシンプルなものがまあ利休の好み。 Et donc, vous l'aurez compris sans aucun mal, la radicalité de l'esthétique de Rikyū réside dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un minimalisme quasi absolu. C'est la suppression de tout élément ornemental pour mettre en valeur la perfection formelle. Et ça, c'est très bien incarné par cette surface laquée. Il n'y a rien d'autre. Par contre, les sachets qui servent à conserver le récipient, eux, peuvent être dans des tissus extrêmement colorés. 私服は、そうなんです。逆にその中国の切れだったりインドネシアの切れとかで日本の古い切れを使うっていう。 Et donc pour les sachets, il était de coutume d'utiliser au contraire des sachets des tissus extrêmement bariolés, décorés, qui venaient souvent de Chine, d'Indonésie ou du Japon ancien. Mais on voit là aussi que l'univers esthétique et mental de ces grands esthètes dépassait largement les frontières du Japon. この写真は一番左は唐物茶入れで、これもまた中国の宋から元の時代に焼かれていたもの。これが日本に入ってきて、いわゆる室町幕府の東山五物っていうんですけど、そのすごく珍重されたものですね。 Donc là, de nouveau, tableau de comparaison. Tout à gauche, vous avez un récipient à thé dans le style chinois, produit donc, comme l'indique la légende, en Chine, donc avant l'époque d'Edo, 13-14e siècle. Et donc ça, c'était extrêmement valorisé alors au Japon. で、真ん中にあるこれは在中庵という茶入れですけれども、これは日本の、先ほども言った瀬戸で焼かれた茶入れですね。 Et donc le deuxième est en céramique, ça a été fait à Seto, comme tout à l'heure le bol qui était la copie du modèle chinois. Donc celui-ci est postérieur, il date du 15-16e siècle. この瀬戸の茶入れまではいわゆるすごく珍重されてものすごく高価なもの。ある意味お城と変わるぐらいの価値がついたものなんだけど、急に利休の夏目がここで現れるっていう。 Et donc les deux pièces de gauche étaient valorisées à tel point que, en exagérant à peine, on pourrait dire qu'elles s'échangeraient contre un château. Donc c'était des trésors. Et par rapport à ces modèles-là, donc issus du système chinois, de la culture chinoise, Rikyū fait apparaître un type d'objet donc qui a la même fonction, mais qui a une esthétique et une valeur tout autre. これは今日使った藤重の中月です。これ実際には桃山から江戸まであるものなんですけれども、これもまたものすごくセンシティブな形してて、出せますよ。 Et le récipient à thé que Toda-san a utilisé aujourd'hui est un récipient de type Nakatsugi, qu'on nomme Fujishige, et donc qui date, on dit en général du début d'Edo, mais en réalité la forme est antérieure et on la trouve déjà sous Momoyama. 割とこの中継ぎもすごく利休の中では大切にされてたもんですね。 Et donc ça aussi c'est une forme que Rikyū
affectionnée, à laquelle il accordait beaucoup d'importance. その人物について。そうですね。簡単的に。Très difficile de vous présenter le bonhomme en quelques secondes ou minutes de manière introductive, mais on ne veut pas vous faire un cours non plus sur l'IQ. Toda-san peut-être peut se charger de... もうエッセンスをお願いします。利休は堺で生まれて、いわゆる床屋っていわゆる魚屋さんだったと言われてるんですね、お家が。でその中で堺の文化っていうのはものすごくお茶文化が入ってきてて、いわゆる貿易外来のものがたくさんその堺の町に、港町なので入ってきたので、そこで利休はお茶の文脈の中にいた一人だったっていう。Donc Rikyū était un marchand. On dit qu'il était poissonnier, enfin issu d'une famille de poissonniers de la ville de Sakai, une ville portuaire au sud d'Osaka. Et de par sa localisation, cette ville était riche économiquement de ses échanges commerciaux avec les régions environnantes et indirectement donc avec l'étranger aussi. Et Rikyū est né et a pratiqué la culture du thé dans ce contexte. そうですね、もともとライバルがいわゆるライバルというか、利休も教わってますから、お茶を。だから女王とか村田寿光とか今井宗久、いっぱいそのお茶のいわゆる、茶人はたくさんいて、お茶のティーマスターもいっぱいその当時はいた中の一人だったっていう。Il ne faut pas oublier que ça n'est absolument pas l'unique praticien de la voie du thé. Il a eu des précurseurs et des maîtres lui-même, notamment deux figures très importantes dans cette formalisation du thé, à savoir Murata Juko et Takenoo Joo. Et Rikyū était l'un de ces praticiens parmi de nombreux autres. だけどその後にやはり信長秀吉に支えられるというか引っ張り出されるっていうのは、一つの利休のその中でも、教養や文化が誰よりも多分抜けていたという。Mais si Rikyū a été repéré par les seigneurs de l'époque, à savoir successivement Nobunaga, Oda Nobunaga puis Toyotomi Hideyoshi, c'est certainement que de par sa culture et son œil, il dépassait de loin ses concurrents. 利休になっちゃうんでちょっと長くなっちゃうんだけど、いわゆる信長と秀吉という大権力者の中で、利休はその茶とティーマスターとして、従われていくんだけれども、やはりその軍事力一本で刀一本でのし上がってきた信長秀吉にはやはりその文化を、日本の文化を一から勉強することはまず無理で、それでやはりその利休がこの時にやっぱり必要だったっていう。Et donc il est intéressant de noter la proximité de la voie du thé avec le pouvoir politique, et cela s'explique assez aisément dans la mesure où pour Nobunaga puis Hideyoshi, qui en quelque sorte ont conquis le pouvoir à l'aide ou par le moyen de la force et de la stratégie, et qui donc, pour le dire simplement, n'étaient pas particulièrement cultivés, il était impossible d'assimiler la culture japonaise rapidement. Et donc, par le biais de Rikyū, la voie du thé a été aussi un moyen pour le pouvoir politique d'asseoir son emprise sur l'histoire culturelle du Japon en se l'appropriant. だからお茶と政治がものすごくこの必要とされた時代だった。Et donc c'est une époque où le thé était requis par le pouvoir politique. Il y avait une interdépendance entre ces deux pratiques. その中の利休型について。利休型。Là, je voudrais m'étendre un peu plus sur Rikyū, c'est quand même la figure fondatrice importante, et évoquer avec Toda-san ce qu'on appelle
Rikyu Gata, c'est-à-dire les formes dans le style ou dans le goût de Rikyu, mais formes au sens d'archétype formel, si vous voulez. Le patron, ce qui décide, le modèle, le patron formel, ce qui décide des formes et de l'esthétique à venir. 利休のその作り出す美しさはきっとまずは装飾をすべて取ってしまう。そしてその素材に逆らわないような、自然の美しさと共に強調できるっていうのかな、調和できるような利休好みっていうのは多いですよね。Et en deux mots, l'essence du goût de Rikyu, c'est d'abord, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'omission de tout ornement, donc la radicalité dans l'omission des ornements, et de manière connexe, la valorisation des matériaux employés, l'idée qu'il ne faut pas s'opposer ou aller contre les matériaux employés, ce qui aura évidemment une postérité remarquable. この利休型というのはさまざまなものに適用されるわけですよね。そうですね。茶入れだったり、そうですね。日常品に使う、これは言ったらお茶を落とすだけど懸垂だけれども、これですら利休は全部デザインしちゃうという。Les Rikyu Gata sont essentiels dans l'esthétique du quotidien au Japon, dans la mesure où encore aujourd'hui, un très grand nombre d'objets employés, soit dans le quotidien le plus ordinaire, le plus banal, soit dans des réunions un peu plus formelles, en réalité ont été dessinés, conçus par Rikyu. Non seulement donc le bol, le récipient à thé, mais aussi le bassin pour mettre l'eau qu'on a employée après avoir préparé le thé. Et toutes ces pièces-là, le mizusashi, le bassin à eau fraîche aussi, toutes ces choses-là, en fait, reposent sur les principes esthétiques qu'il a élaborés. Et il est donc assez, en comparaison, et ça c'est moi qui ajoute, difficile d'imaginer en Occident, en France par exemple, la perpétuation de manière quasi inchangée pendant 4 siècles dans les arts dits décoratifs ou les arts appliqués de principes esthétiques. Il y a un fossé entre ces deux mondes-là. Il suffit d'aller par exemple à Versailles pour s'en rendre compte, si on a le moindre doute. Et clairement ici, il y a une forme de continuité qui intrigue et qui, à nos yeux, stimule la réflexion et probablement nous livre un certain nombre d'indices quant au potentiel que ces formes ont dans le design contemporain. On passe ensuite la cuillère à thé. これは茶杓ですね。この茶杓も茶杓は唯一本人が削るですけれども、これも鈴木夫妻という人が削ってますし、これは松平不昧公という人が削ってます。Et donc le chashaku, la cuillère à thé, c'est la seule pièce dans tout ce dispositif que l'homme ou la femme de thé produit par soi-même. Donc là où pour les autres éléments, ce sont des artisans spécialisés qui les fabriquent, pour la cuillère à thé, en général, c'est, je dis par commodité, l'homme de thé, qui taillera à partir d'un bambou bien choisi, lui-même sa cuillère. これは非常におそらく見慣れてない人にとっては粗末なものに見えると思うんですけど、この茶杓の美学とは一言で言うとどこにあるのか。一言じゃ難しいけど、やっぱり一つはパーソナリティがやっぱり出てくる、表現できるのが一番大事で、そして形も利休型だったりとかいろんな表現の形を作るんですね。で茶杓って普通に作るのはもう尋常じゃないぐらい難しくて、やっぱある程度技術がないとできない。Et donc je dis à Toda-san, pour
quelqu'un qui ne serait pas habitué, ça a l'air quand même d'être un objet plus que modeste, qui n'a pas l'air de valoir grand-chose. Comment peut-on accorder autant de valeur à cette pièce-là? Et où réside la beauté de ce type d'ustensile? Toda-san répond, très difficile évidemment de résumer ça en 2 mots, mais c'est d'abord là l'expression de la personnalité de la personne qui pratique le thé. Donc c'est là que s'exprime le goût et certains traits de caractère de la personne. Et contrairement aux apparences, techniquement, il est extrêmement difficile de produire une cuillère à thé dans ce style-là. Il faut savoir qu'il y a différents styles aussi dans les cuillères à thé. Il y a les cuillères à thé dans le style de l'IQ, mais aussi dans bien d'autres styles. あとは竹を選ぶのをすごく大切にするので、自分のそれは竹をね見てこれだけのものを作るっていうのは相当吟味しないと見つからないわけで。Et en réalité, la difficulté est antérieure. Il faut d'abord choisir le bambou, et donc en voyant un bambou pousser, un bambou, donc vous voyez les dimensions, déceler lequel est le plus idoine pour entailler un objet qui évidemment est minuscule au regard de la taille du bambou tel qu'il pousse dans la nature. 次に、これははい利休好みのいわゆる水差しです。 Et donc Toda-san a utilisé ensuite le mizusashi, donc le bassin à eau fraîche, également dans le style de l'IQ. この利休好みの水差しの特徴とは？特徴、いわゆる日常品に使われたこれは鶴瓶なんですけど、それをなぜかお茶の世界に持ち込んだっていう。そしてとにかく利休のこのシンプルなデザインにあったんでしょうね。Et là, il y a un certain nombre de choix, de partis pris esthétiques dans l'adoption de ce type d'objet comme récipient à eau fraîche. C'était initialement donc c'est un détournement, c'est un seau de puits initialement, donc un objet plus qu'ordinaire, dans des matériaux loin d'être considérés comme nobles à ce moment-là, que l'IQ a détourné pour en faire un élément de son dispositif pour le thé. Et cet élément de détournement, on y reviendra, souvent au Japon porte le nom de mitate. C'est une catégorie esthétique essentielle qui, elle aussi, recèle bien des promesses dans un contexte d'esthétique contemporaine. これは桃山時代の窯ですね。これは日本の作られた窯です。 Donc là, évidemment, nous n'avons pas fait de feu aujourd'hui, nous n'avons pas amené de chaudron à cendre, mais celle que vous voyez, c'est un type qu'on utilisera plus communément au Japon. Donc celui-ci a été fait au Japon et il date de Momoyama, donc avant Edo, à la fin du XVIe siècle. 本来は炭で炊くので美しさが火が見えるんですよね、茶室の中で。今日はここからコードが出るというちょっと最悪なあれなんですけど。Donc évidemment, il n'était pas dans ses intentions. J'aurais voulu idéalement partager avec vous la beauté des lueurs de la cendre. C'est évidemment esthétiquement irrecevable que de vous imposer ce câble électrique, mais il en va ainsi. Et je me permets de faire un ajout. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en réalité, l'IQ a systématisé donc, la production artisanale des objets nécessaires pour la voie du thé. Et aujourd'hui, on appelle ça Senkeji Shoku, c'est-à-dire les 10 familles d'artisans travaillant pour les familles Sen. Les familles Sen, ce sont les familles de maîtres du thé, héritières de Sen no Rikyu. Il y en a 10 aujourd'hui, donc on dit 10, mais il y en avait bien plus auparavant. Et donc la famille Daku fait partie des 10 familles d'artisans existantes encore aujourd'hui,
affiliés travaillant pour les familles Sen. Alors ça, c'est un élément qui est primordial dans l'esthétique dont on parle aujourd'hui et qui probablement n'est pas intuitivement évident selon les catégories occidentales, c'est que pour un récipient à thé que vous voyez sur le plateau, il y a un nombre conséquent d'éléments d'emballage en quelque sorte. Et donc tous ces éléments-là, toutes ces boîtes, tous ces sachets ont été faits successivement pour conserver et ou transporter une seule pièce, à savoir la boîte à thé, le récipient à thé que vous voyez sur le bol. Et en Occident, évidemment, cela a pu donner lieu à bien des malentendus. Certains collectionneurs, dans les époques antérieures, ont pu acheter des pièces de toute beauté, de prime importance, les conserver précieusement dans les collections occidentales, mais en ayant jeté les boîtes, et ce sont elles qui contribuent à faire toute la valeur de la pièce. Et donc, le chef-d'œuvre, sans la boîte, ne vaut plus grand-chose. En tout cas, il a perdu sa provenance, il a perdu les moyens de son identification. Et donc, la boîte, Tomobako, est un élément essentiel et fait partie intégrante de l'identité même de la pièce. Ce qui, du point de vue de l'ontologie de l'œuvre d'art, c'est-à-dire de la manière dont on conçoit l'existence d'une œuvre d'art, n'est pas forcément évidente selon nos propres catégories. 箱と私服について何故これだけそれだけ気に入ってたんでしょうね。一つはお茶をする時の表現で初めは着物を着せたままにお茶をする濃茶っていうものが今日は薄茶だけどっていうのがあるので、その時に着物をどれ選ぶかはその時の持ち主の気持ち気分と季節とかで表すっていう。だからそうやって着物が増えていく。あとだんだんと増えていくのもあります。それは持ち主が変わるたびに。Et donc pour les sachets, il y a une explication pratique à la multiplication des sachets, c'est que lorsqu'on fait une rencontre autour du thé, souvent au début on commence par ce qu'on appelle le koicha, c'est-à-dire un thé qui est dense, et à ce moment-là, on peut amener plusieurs récipients à thé, et l'hôte choisira selon son envie, selon la saison, selon l'assortiment choisi pour ce jour-là, pour cette rencontre-là. Et à ce moment-là, le récipient est encore habillé, si vous voulez. Donc il y a une fonction esthétique, et selon la saison où le récipient est utilisé, l'habillement ne sera pas le même. Aujourd'hui, Toda-san a préparé du usucha, donc ce qu'on appelle le matcha, sous sa forme légère. Donc. Et en ce qui concerne la multiplication des boîtes, c'est souvent lié au changement de propriétaire. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait l'acquisition d'une pièce historique, il produit ou fait produire une nouvelle boîte sur le couvercle de laquelle un certain nombre d'inscriptions sont apposées pour identifier et tracer la provenance des pièces. Il peut y avoir des éléments poétiques aussi, des éléments de calligraphie ou de dessin. Ouais. 例えばこの長次郎の箱ですけれども、これは7代目の元宗かな、表千家の家元が箱を書いてます。Donc par exemple pour ce bol de Chojiro, la boîte et son couvercle sont de prime importance, et donc le hakogaki, c'est-à-dire l'inscription faite sur la boîte, a été réalisée par le 7e maître de la maison Omote Senke, donc c'est l'une des 3 grandes écoles de thé issues de l'Ikkyu. で必ずではないんですけれども、この長次郎の茶碗は名がある。Et ça n'est pas toujours le cas, mais ce bol-ci porte un nom. Donc, il a pour nom Bansei.
これは7代目の家元が名をつけたんです。 Et donc ce nom a été attribué par le 7e maître Omotesenke au bol. Donc la dénomination, l'appellation, l'attribution d'un nom est postérieure à la production de la pièce. 本当は原白草炭とか古い箱があれば家元の箱がある方がいいんですけども。 Et évidemment, la valeur de l'objet change en fonction de la boîte qui nous reste. Évidemment, plus l'inscription est ancienne, proche de la production du bol, mieux c'est. あと負い目っていうのがあって、後で持った所有者がこの前の名前嫌いだからっつって違う名前を書いて箱を作るっていうのはある。 Et donc, dans ce processus-là, un propriétaire peut aussi changer le nom d'un bol ou d'un objet. Ça s'appelle oime, le nom qui suit, le nom successif. Il peut ne pas aimer le nom qui a été attribué initialement à la pièce, et donc il annulera ça en quelque sorte en attribuant un nom nouveau et en faisant réaliser une boîte à cet effet. Donc là, c'était un peu, j'espère que nous n'avons pas été trop scolaires, mais il nous a paru important, en la présence des objets, de faire une petite leçon de choses, en quelque sorte, de vous préciser un certain nombre de choses eu égard aux propriétés respectives de ces objets. Naturellement, lorsqu'ils sont employés, et c'est un des éléments fondamentaux de notre discussion aujourd'hui, ils ne sont pas considérés individuellement, ce sont les éléments constitutifs d'un assortiment ou d'une association et qui forment un ensemble. Et cet ensemble-là doit être à la fois esthétiquement satisfaisant et cohérent du point de vue de ses significations et de ses sous-entendus. Et c'est ce qui va nous mener à discuter de manière un peu plus abstraite, un peu plus éloignée des objets, sur ce qui fait finalement l'esthétique de cette pratique-là, quels sont les critères du beau qui sont mis en œuvre dans cette pratique-là, et comment est-ce qu'ils irriguent la vie quotidienne sous sa forme la plus ordinaire, de sa forme la plus ordinaire, jusqu'à des pratiques considérées comme étant proprement esthétiques ou artistiques. Et alors, quel environnement pour ce genre de pratique? Si nous allons du plus large au plus menu, évidemment, d'habitude, Toda-san et moi ne buvons pas le thé à la salle des colonnes sur des tables de cours, mais il est important pour nous de montrer que c'est tout à fait possible et qu'il ne faut pas du tout se formaliser, s'embarrasser de codes qui finalement ne sont pas si indispensables que ça. Mais évidemment, l'environnement, il présuppose un jardin. Je ne vais pas m'attarder sur l'importance culturelle et spirituelle des jardins en Occident et en Orient. Il y aurait de nombreux lettrés à citer, mais en général, le thé se pratique dans une salle de thé, dans un pavillon de thé qui est lui-même situé dans un jardin avec lequel il communique. Il y a un certain nombre d'éléments dans le jardin qui sont fondamentaux, bien que discrets, et notamment, par exemple, les pierres nouées d'un fil qui sont posées à certains endroits de l'approche et qui servent de manière symbolique de barrière, c'est-à-dire que l'invité n'est pas tenu de dépasser cette barrière-là. Et donc, nous n'avons pas de barrière physique, nous avons des signes qui suffisent pour définir un périmètre dans lequel aura lieu un échange, une rencontre. Et ça, c'est un élément qu'il convient peut-être de se rappeler et dont on pourrait s'inspirer dans certains cas, nous qui aimons tant les barrières physiques. この起用としての結果について説明しましたけど、庭があって結界があってそこから茶室に入るということで、その茶室について少し紹介お願いできれば。Je laisse Toda-san très rapidement
repérer un certain nombre d'éléments qui vont nous intéresser dans la construction des pavillons de thé, et notamment à travers 3 pavillons, donc Taiyan, Johan et Mittan, qui sont, disons, les 3 grands modèles, les 3 trésors nationaux que le Japon a retenus comme étant particulièrement représentatifs donc de l'architecture consacrée à la pratique du thé. これはタイアンという茶室で利休がデザインした、最古一番古い茶室と言われています、2畳の畳です。 Et donc on commence par Taiyan, qui est la maison de thé conçue par Rikyū lui-même, donc qui est considérée comme étant la plus ancienne à exister, encore existante. Et vous pouvez le voir là, sur le plan en bas, les 2 rectangles en bas à droite, juste devant, au-dessus des pierres. C'est une maison de thé qui fait 2 tatamis à peine. だから僕もここでっていうことはないんだけどこの茶室と同じ設計のやつで一度手前をしたことがあるんだけど、焼却から手前してすぐにお茶を出すともうそのままポンと膝がくっつくぐらいの距離の近さなんですね。 Et donc il est arrivé à Toda-san de servir le thé non pas dans Taiyan mais dans des copies de Taiyan qui sont nombreuses dans des qualités différentes. Et la grande particularité de cet espace-là, c'est que, à la différence de la distance que nous avons eue aujourd'hui, l'invité est quasiment en face de l'hôte, de sorte que l'hôte a à peine à tendre le bras pour lui servir le thé. だからその時に利休はお茶を秀吉に出したわけで、もうそれぐらいの距離感でお茶を出せたっていうのは一つの利休のアイディアかな。 Et donc il faut s'imaginer Rikyū, le maître de thé, qui est grand, servir le thé dans cette promiscuité-là à Hideyoshi, qui apparemment était tout petit, et qui était donc l'homme de pouvoir, le grand tyran du Japon à l'époque. Et donc c'est un dispositif de tension extrême. Il faut s'imaginer la manière dont Rikyū a informé ce rapport-là avec son maître, le grand maître du Japon, sous le signe de la promiscuité extrême. はい。ジョアンは織田信長の実の弟が作った茶室です。 Donc, ensuite, la maison de thé Johan, qui a été construite par le frère cadet de Oda Nobunaga. ですごく特徴的なのは床の横にこう変なこう空間、変なこう分厚さがあるデザインがあるね。これがすごく特殊な効果をもたらしてて。Et donc non, ça marche. La grande particularité de cette architecture-là, c'est que vous voyez le triangle noir à côté donc, de ce qu'on appelle le tokonoma, qui est la niche, dans laquelle on dispose en général un rouleau ou une œuvre d'art. Et vous voyez au sol un triangle noir étrange. Et la particularité principale de cette architecture réside dans ces volumes irréguliers, qui sont totalement inhabituels dans l'architecture d'une maison de thé. それは実用性のためと給配がしやすいためにそういうふうに広げてるっていうのと、あと焼却からあまりにも狭く見えないようにするという設計みたいです。 Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que ça rend le service plus aisé. L'entrée et la sortie du pavillon de thé se font plus aisément. Et ensuite, l'invité principal a une impression moindre d'étroitesse et de promiscuité. Donc ce sont les effets escomptés par cette architecture-là. Et pour finir, donc, la maison de thé Mittan. これは良好院の大徳寺にある、密丹という茶室で、もうここのお坊さんはすごく厳しくて一切一般の人には見せないっていう有名な茶室なんですけど。 Et donc pour la troisième, c'est la maison de thé Mittan, qui est dans un temple qui s'appelle Ryokoin à Kyoto, dans le grand complexe de temples qui s'appelle Daitokuji. Et ce temple est connu pour être invisible, c'est-à-dire que le bonze qui est en charge de ce temple-là interdit toute visite de particuliers, donc il est particulièrement connu pour être inaccessible. この密丹は小堀遠州という人の
まあ、作った茶室ではないかと言われています。Et on dit, on, on pense, on estime que cette maison de thé a été conçue par Kobori Enshu, qui est un des grands maîtres de thé postérieurs à Sen no Rikyu. どうぞ。オリベもそうですね。はい。で、この茶室はまあ壁画がずっといまだに残ってて、これは狩野派のいわゆる室町水墨が割と絵が残っているという。Et la particularité aussi de cette maison de thé, c'est que les peintures murales qui ont été réalisées par l'école Kano en encre de Chine sont encore existantes. Donc c'est un témoin précieux de ce style pictural historique. まあそれが特徴ですね。小堀についてもう少し触れますか。演習。いいですよ。写真あったないんだ。まあ、小堀遠州というのは、まあ、いわゆる田舎っつったらあれだけど、まあ、いわゆる都会とは違う、まあ、茶人で、後に彼は国からたくさんの建築のデザインを頼まれるという存在になって。Et donc, pour vous donner un tableau un peu plus étoffé que la seule présence de l'Ikkyū, donc Enshu, Kobori Enshu, l'architecte présumé de cette maison de thé, provient de la campagne et il a développé un style propre qui lui vaudra d'être sélectionné par le pouvoir pour concevoir un nombre important d'architectures. Donc c'est par cela qu'il se distingue aussi. Et dans le jardin, lorsque vous vous dirigez vers la maison de thé, par exemple de Toda-san, vous faites d'abord face à un bassin d'eau qu'on appelle tsukubai, qui est à l'entrée et où on procède à un certain nombre d'ablutions très, très formelles avant d'entrer dans le pavillon de thé. Tsukubai. 茶室に入る前は必ず水で清めるという、日本は基本昔からこう水で清めるという、そしてきれいな体で中に入るというしきたりがある。まあ今日皆さん雨だからきれいになってきてる。Donc ça c'est presque un cliché. Il est su de tous qu'au Japon il y a cette pratique. Constante par laquelle on fait des ablutions, on se purifie, on se nettoie avant d'entrer, avant de procéder à quelque chose. Donc ça crée une frontière non seulement spatiale, mais temporelle et symbolique. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui sous la pluie, avant d'entrer dans cette salle. あとこれはにじり口になりますけれども、このにじり口というのも利休が考えたと言われてまして、実はものすごく茶室にとって大切な入り口で、いわゆる手を清めた後ににじり口をパッと入るんですけれども、まあすごく低い、まあにじって入るという。Et donc là, ensuite, là vous voyez donc le rectangle noir à gauche de la photo, c'est l'entrée du pavillon de thé qu'on appelle Nijiriguchi, c'est-à-dire la porte au travers de laquelle on se courbe, et donc elle est volontairement extrêmement étroite. Et donc pour entrer dans le pavillon de thé, il vous faut littéralement vous courber, vous tortiller si vous n'êtes pas adroit pour vous introduire dans le pavillon de thé. まあ上も下も切る胴、体の中心で茶室に入るという考えがある。Et donc l'idée c'est d'oblitérer et le haut et le bas de votre corps, d'entrer vraiment avec le cœur, ce qui fait le tronc, le corps. だから茶室には上下関係がなくなるという。Et de ce point de vue-là, c'est une manière de neutraliser aussi la corporalité et d'effacer tout rapport hiérarchique entre les personnes qui se retrouvent à l'intérieur du pavillon de thé. だから刀が入らないっていう。Et donc symboliquement, les sabres, les katanas, n'entrent pas dans le pavillon de thé. 今はないですけどね、刀置きっていうのが昔はあった。
Et donc, historiquement, même si on ne l'utilise plus aujourd'hui, il y avait un stand à katana, à sabre, devant l'entrée du pavillon de thé. Mm. これちょうどそのにじり口を開いた瞬間にパッと見えるのがこの床の間です。Quand vous ouvrez la porte d'entrée, très étroite, ce que vous voyez d'abord devant vous, c'est cette niche qu'on appelle en japonais tokonoma. これは一つの、お茶をする時の一番の、コンセプトを伝えるための、装置ですかね。Et le tokonoma, c'est le dispositif premier qui sert à exprimer l'intention derrière la rencontre organisée dans ce pavillon de thé à ce moment-là par cette personne-là. なのでお茶をするときはこの床の間を一番大切にする考えを持ってますね。Et donc il n'est pas exagéré de dire que le tokonoma, c'est ce qu'on va privilégier, c'est ce à quoi on va accorder le plus d'efforts et d'attention lorsqu'on organise une rencontre autour du thé. Et je me permets d'ajouter 2-3 éléments de contextualisation historique autour du tokonoma, parce qu'il nous semble, dans nos discussions, c'est encore une ébauche, mais que c'est un dispositif extrêmement simple et complexe à la fois, et qui recèle de multiples possibilités pour nous aujourd'hui, nous qui sommes habitués aux galeries d'exposition. Et il y a là un dispositif scénique d'appréciation esthétique intégré à l'architecture qui sans doute peut être adapté et adopté en partie dans un contexte de l'architecture contemporaine et de design contemporain en Occident. Et très brièvement, en fait, le tokonoma a pour origine un autel, et vous en trouvez encore des incarnations dans certains temples anciens. Et il se distingue à peine d'une salle, par exemple, de prière dans ce temple ancien de Kyoto, Keiken-ninji. Et c'est un autel qui, il y a diverses hypothèses, mais proviendrait très certainement de l'architecture religieuse chinoise. Et il a été adopté progressivement dans un contexte quotidien et vernaculaire, d'abord sous la forme de hoshi-ita, c'est-à-dire une longue planche posée sur la plinthe, et qui a eu rapidement une fonction décorative, donc progressivement disjointe de sa dimension votive, de sa dimension religieuse, rituelle, pour devenir quasi exclusivement esthétique. Et il y a des typologies du tokonoma qui sont proprement fascinantes, il y a des traités à ce sujet, je prends grand plaisir à les lire, parce que vous avez par exemple une 50aine de tokonoma qui sont classés selon leur style. Et par exemple, il y a un traité qui classe les tokonoma en Shin-Gyo-So. Ça, c'est une catégorisation esthétique qui est fondamentale, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et qui, notamment en calligraphie, servent à différencier 3 types d'écriture. L'écriture de type standard, formelle, l'écriture qui en est, donc ça c'est Shin, donc le modèle, Gyo qui est une écriture semi-cursive, et puis So qui est une écriture cursive. Donc vous avez le modèle très formel, le modèle semi-standard et le modèle, disons, décontracté et délié, si vous voulez. Et ça, évidemment, c'est une tripartition qui s'applique non seulement aux arts graphiques, mais en réalité à peu près tous les éléments du quotidien au Japon. Lorsque vous entrez dans un jardin, vous voyez tout de suite au dallage des pierres, si c'est Shin, si c'est Gyo, si c'est So. Vous voyez aussi ça dans l'architecture, vous voyez ça dans la calligraphie, et donc dans le style de cuisine, tout, ou presque, souvent peut être catégorisé à l'aune de cette tripartition. Et là, vous avez 3 exemples un peu clichés, j'ai un peu forcé le trait, mais très, disons, typifiés,
de ce qu'est un tokonoma de style standard, un tokonoma de style cursif, semi-cursif, et un tokonoma vraiment réduit à son essentiel, donc extrêmement informel. Vous pouvez voir là comment ce dispositif de la niche peut être adapté. Et le tokonoma a été presque évincé du dispositif esthétique japonais après la guerre, sous la pression principalement de la généralisation de l'architecture à l'américaine dans les foyers japonais. Mais vous avez encore, il est vrai, en général pour des grands hôtels ou des grands bâtiments publics ou des demeures cossues, vous avez encore des tokonoma contemporains. Et là, vous en avez un exemple très beau, réalisé par Taniguchi Yoshiro, donc l'architecte de la rénovation du MoMA à New York, entre autres. Et je me permets d'ajouter une chose. Il y a eu une polémique dans les années 20-30 au Japon, la tokonoma geijutsu, c'est-à-dire une polémique sur les arts du tokonoma. Je vais essayer de faire un peu plus vite. Et je ne sais pas si on aura la chance de boire du champagne dans le bol de Chōjiro, mais j'y compte bien. Et cette polémique-là est fascinante à plus d'un titre. C'est une polémique qui a divisé complètement le monde de l'art japonais en trois groupes. Il y a les tenants du conservatisme qui ont considéré que le tokonoma était un dispositif esthétique essentiel à l'appréciation de l'art japonais, sous-entendu tel qu'il devrait être. Et il y a eu en face les partisans de ce qu'on appelait le Kaijo Geijutsu, c'est-à-dire l'art des salles d'exposition, donc qui œuvrait pour des expositions dans le style occidental, dans le style des salons, des galeries, c'est-à-dire on n'est pas encore à l'époque du White Cube, mais en tout cas on est dans une mise en scène qui exclut le tatami, qui favorise les grands murs, et donc de ce fait qui induit une contemplation frontale des œuvres dans la station debout. Donc on n'est plus assis sur un tatami dans une pièce plus ou moins étroite, surplombé par un rouleau, un kakemono qui est incrusté dans la niche, mais on est face à un mur en station debout et on contemple dans les conditions, disons, d'une appréciation esthétique occidentale moderne, l'œuvre en question. Et la question de savoir quel cadre était à adopter dans le monde de l'art japonais a provoqué une polémique qui a duré plusieurs années. Certains, comme par exemple le grand peintre Kawai Gyokudo, a opté pour une position médiane en disant, écoutez, les deux conviennent, il faut trouver une sorte d'intermédiaire. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on s'attarde un peu sur le tokonoma, c'est qu'on a l'impression que ce problème du tokonoma n'a jamais réellement été résolu dans l'architecture japonaise actuelle, et autant dans l'habitat que dans les musées, que dans les galeries. Probablement, on hésite toujours sur la manière de perpétuer ou non le tokonoma dans une esthétique contemporaine, en en modifiant ou pas les dimensions, et cela a un effet secondaire sur la manière même dont on conçoit l'art contemporain japonais, et aussi l'artisanat japonais contemporain, dans la mesure où, évidemment, certains, sous l'influence occidentale, ont très tôt réalisé des peintures, des sculptures qui se contemplent dans des galeries et des musées, mais d'autres semblent encore hésiter, et dans le format et dans les dimensions, entre une présentation en tokonoma et une présentation en salle de musée ou en galerie. Et il y a là probablement dans le tokonoma, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir, un certain nombre d'éléments de design et de dispositifs scéniques qui pourraient être précieux pour nous aujourd'hui, à une époque où le White Cube
disons, l'hégémonie du White Cube touche à sa fin et on cherche d'autres formats, d'autres dispositifs scéniques pour l'appréciation de l'art et de l'artisanat. Dans ce contexte-là, quels critères esthétiques est-ce qu'on peut déceler et sur lesquels est-ce qu'on peut s'appuyer pour nourrir notre réflexion sur la création contemporaine? その文脈の中で、床の間を重視する文脈の中で、どういう概念、自然見立て名残等々、どういう概念を見出して、それに対して議論できるかということで、まずはその自然についてお願いします。これはその竹花入れですね。そのいわゆる竹、もともとは送り筒といって、お花を取ったらその竹に刺してお花を運んでたものなんですけど。Et donc d'abord, on va se traiter d'un élément qui est fondamental dans cette esthétique-là, à savoir l'incorporation, l'appropriation et l'incorporation de la nature dans ce dispositif avec pour élément central le tokonoma. Et l'arrangement floral en est un élément majeur. Et ici, nous avons un vase qui est particulier, c'est que c'est un vase qui initialement était un seau, en quelque sorte, qu'on utilisait pour aller cueillir des fleurs. Donc c'est un seau pour mettre les fleurs qu'on vient de cueillir et pour les transporter jusqu'à chez soi. その床の間に花を生けるんですけれども、竹花入れを使って、でこの題「自然は花は野にあるように」という言葉がある。これは利休の言葉なんですけども。Et donc il est intéressant de noter aussi que le vase là est en bambou, donc c'est un bambou qu'on a segmenté. Et ça aussi, c'est un élément majeur de l'esthétique de Likius, que c'est un objet dont le matériau est jugé sans valeur. Et on l'a sectionné assez abruptement. Et ça en a fait un dispositif qui aujourd'hui est au cœur de l'appréciation de l'arrangement floral tel qu'il se présente dans le tokonoma. 花は野にあるようにというのは、いわゆる自然のまま生えている花、その美しさをどう表現するかっていうことにあるので、たくさんの花を引っこ抜いて飾るわけではなくて、その花にとって一瞬でもいいので一番美しい瞬間を、その床の間に飾るという。Et la citation, faire comme si les fleurs étaient encore dans les champs, elle provient de Likyu. Et elle résume parfaitement l'esprit qui domine dans le tokonoma, c'est qu'il y a évidemment là une contradiction, mais l'idée n'est pas de faire un arrangement floral copieux. Il faut juste le strict nécessaire pour rendre compte, même instantanément, même un seul instant, de telle fleur dans son état de perfection formelle. Et donc c'est là une esthétique qui va évidemment totalement à l'encontre des grands bouquets. C'est une esthétique de la réduction et de l'instant. Évidemment, c'est un des fondements de toute cette esthétique de l'impermanence sur laquelle on s'est évidemment beaucoup appuyé en Occident aussi, pour se faire une idée ou un imaginaire de l'esthétique japonaise. Et ça, évidemment, c'est lié à une notion qui maintenant est relativement répandue en France, pardon, le nagori, c'est-à-dire un certain sentiment de nostalgie associé au passage des saisons et l'art de faire perdurer encore un seul instant ce qui est en train de se perdre sous le passage des saisons. その季節感と名残。季節感。はい。お茶にとって季節はすごく大切で、その移りゆく季節の中でどうやっていいお茶を
お茶は基本的にいかにお客さんに美味しいお茶を出すかっていうのがゴールなんですよ。なのでやはり季節感を一緒に感じる、そしてそれをお客さんにも感じさせるようにいかに演出するかっていうことにある。Et dans la mesure où le but premier d'une réunion de thé est de servir le meilleur thé possible à l'invité, il va de soi que la prise en compte des saisons est primordiale. C'est dans ce contexte-là que, à la fois dans le choix des ustensiles, mais aussi dans l'expression du thé, la prise en compte de la saison actuelle et des moments de la saison qui précède est primordiale. 常にお客さんとシェアをする。だからその季節を一緒に楽しみましょうという。Et donc, dans la mesure où le paradigme premier, c'est celui du partage entre l'hôte et l'invité, il va de soi que le moment donné, donc la saison actuelle, fait aussi l'objet de ce partage-là. あとは秋の季節、名残は秋になってくるんですけど、いわゆる日本では夜が長くなるので、夜は遊びましょうということで夜話というものもあるんですね。Et le nagori, c'est typiquement associé dans le thé à l'automne, et ça s'accompagne aussi d'une pratique qui s'appelle yobanashi, c'est-à-dire la conversation dans la nuit. C'est-à-dire que le jour, la nuit tombant plus tard, dans les saisons où la nuit tombe plus tard, il y a une incitation à passer plus de temps éveillé, et donc évidemment à festoyer. Nous ne pourrions faire ce panorama sans évoquer l'esthétique wabi-sabi qui aujourd'hui est devenue je ne sais pas, un paradigme, un cliché, une injonction dans l'esthétique contemporaine mondiale. Elle provient de la pratique du thé, donc l'esthétique de la fêlure, de l'impermanence et de l'imperfection. On ne va pas s'attarder sur les développements modernes et contemporains de cette esthétique-là. On a noté tout de suite le caractère très wabi de cette salle, pleine de fêlures et de brisures. Mais je voudrais quand même demander à Toda-san comment concrètement ça s'incarne de manière très simple dans un certain nombre d'ustensiles. 分かった。具体的にその道具においてどのようにその詫びが表現される表現するか、特にこの傷がある、いわゆるお茶道具は使えば使うほど味が出たり、もちろん傷がいくんですけれども、その傷をマイナスとしないんですね。それを日本人はいわゆる日本人ってわけじゃないけど、お茶人はその傷に対して魅力を感じる。そこでこうやって金繕いをしたりするんですけども、要はマイナスの美をプラスに変えるという。Donc là, vous avez par exemple une coupelle et un cruchon de très grande valeur, et il va de soi qu'à l'usage, ces pièces-là s'abîment, se fêlent, se brisent éventuellement, et le cœur de cette esthétique-là réside dans la valorisation de ces défauts-là, c'est-à-dire que ces fêlures ne sont pas des éléments négatifs, on les transforme en éléments positifs dans l'appréciation esthétique de l'objet, notamment à travers ce qu'on appelle le kintsugi, c'est-à-dire la jointure à l'aide de lacs relevés de poudre d'or. ちょっと不思議なんだけど、例えば磁器のものは傷がいっちゃダメなんですよ。だけど焼き物は OK っていう、なぜかそういう表現が。Il y a certaines distinctions qui sont pas forcément explicables, mais qui sont très intéressantes. Par exemple, ça ne va pas si la porcelaine est fêlée. Par contre, pour ce qui est donc de la poterie ou de la céramique, donc ce qui se fait à partir de terre, là, il y a libre champ donné à l'esthétique du wabi. Donc il y a même au sein des ustensiles une distinction faite selon le médium. Et
pour essayer peut-être de corriger une tendance fréquente lorsqu'on parle de l'IQ, qui est de considérer que le wabi est minimaliste et qu'il y a deux personnes dans le plus grand dénuement, passant stoïquement un long moment à se murmurer dans l'oreille avec des objets défectueux. Il y a quand même, dans toute cette esthétique-là, une tension constante entre un minimalisme dont il est vrai qu'il a été établi par l'IQ et des formes de maximalisme ou de baroque, si vous me permettez l'anachronisme et la translation géographique, qui sont primordiales dans la constitution de cette esthétique. l'IQ といえばワビ茶といえばミニマリズムというそういう偏見に対してお茶なりのバロックもある。それはどういかがでしょうか。そうですね。オリベについて少し。そうですね。やはり織部という存在がまさにそうで、とはいえ利休の弟子なので、利休は織部を認めてたわけで、ここまでの表現、この時代は南蛮文化が日本にたくさん一気に入ってきて、そこで爆発的にいわゆる、僕はこの織部は抽象表現主義と一緒だと思ってるんですけども、そういうこの利休の作ってきたものとはまた違う世界を織部が作り出したという。Ce bol-ci donc, est de style Oribe, et Oribe c'est une personne, c'est en fait un grand maître de thé qui a été le disciple de l'IQ et qui est connu pour son esthétique, vous me permettrez encore une fois cette maladresse, baroque, faite de déformation, d'exagération. Et ce bol-ci en est une incarnation. Toda-san porte notre attention sur le fait que l'IQ a reconnu Oribe en tant que disciple. Et donc, dès le début, il y avait cette communication, cette tension entre ces deux pôles esthétiques. Et Toda-san considère, par le bol Oribe, quand on le prend ensemble dans notre main, il me dit c'est de l'expressionnisme abstrait américain. Il y a l'appropriation de la surface de la céramique comme surface picturale, et clairement c'est privé de toute dimension figurative, mais il y a le détournement, en tout cas l'utilisation de cette surface-là à des fins graphiques qui sont très très proches de l'esthétique abstraite de la seconde moitié du XXe siècle. Et j'aimerais revenir maintenant sur ce concept central qu'est le mitate, donc le détournement métaphorique d'un objet à d'autres fins, d'autres utilisations. Et c'est un concept qui est central à la fois dans la pratique du thé et dans l'esthétique japonaise, y compris sous son incarnation contemporaine. Et notre hypothèse, encore une fois, est qu'elle recèle bien des possibilités pour nous aujourd'hui, dans un contexte, disons, post du champion. 見立てについて、いわゆる利休はその今までの中国崇拝から否定するように日常の、その辺に生えている竹を切っちゃって、それで床に飾れば、それでもういいじゃんっていう考えを持って、していたので、いろんな、例えば後で出てくるインドネシアのサハリの彩器、それも花入れにしちゃうし、なんかそういういわゆるどういうのかな、見立て意識っていうのはそこから始まったんじゃないかなって思います。Je pense que la conception du mitate chez l'IQ provient vraiment d'actes de détournement très élémentaires. C'est-à-dire que là où jusqu'à l'IQ, des objets provenant de Chine étaient vénérés et employés comme des trésors, l'IQ se promène, il coupe de manière assez fruste un bambou, il le segmente et il en fait un vase qui vient remplacer les trésors d'origine chinoise qui étaient employés jusqu'alors. Dans un autre style, il s'approprie un vase qui probablement vient d'Indonésie,
d'Asie du Sud-Est et qui probablement initialement avait des fonctions rituelles, et il en fait un support pour un arrangement floral. Et c'est tout un réseau de détournements et d'inversion des hiérarchies qui permet à l'Ikkyu de fonder de manière révolutionnaire, il faut le dire, une nouvelle esthétique. Et de nombreux, ça, à partir d'ici, c'est moi qui y ajoute, il y a eu de nombreuses mises en rapport entre les jeux de détournement du champien et le mitate tel qu'il a été élaboré par l'Ikkyu. Et au Japon, vous avez de nombreuses études qui tracent des parallèles et des comparaisons assez étonnantes à première vue entre l'Ikkyu et Duchamp, dans la mesure où sémiotiquement et esthétiquement, il y a des connivences. Et ça encore, ça devrait nous alerter, nous indiquer un certain nombre de possibilités sur ce qui peut être fait aujourd'hui. Je pense que vous avez tous soif, donc nous allons arrêter dans les temps, c'est-à-dire dans 10 minutes. Et nous voudrions ébaucher un certain nombre de pistes. Et nous avons volontairement, pour se faire choisir le titre le plus plat qui soit, qui est en général celui qu'on choisit pour parler du Japon, à savoir la fusion ou la rencontre harmonieuse des traditions et de la contemporanéité. Il y a très certainement de nombreuses manières d'articuler ces deux dimensions-là, et nous pensons que les différents éléments, les différents dispositifs esthétiques que nous avons ébauchés jusqu'à présent, s'ils sont articulés d'une manière inspirée et nouvelle, ils peuvent retrouver leur radicalité et leur pouvoir, leur force d'action pragmatique pour nourrir des pans entiers de la création aujourd'hui et de la réflexion esthétique aujourd'hui. Et pour ce faire, nous voudrions d'abord mettre l'accent sur le fait que si ces pratiques-là et cette esthétique-là existent aujourd'hui, ça n'est pas uniquement grâce aux objets qui nous sont parvenus, ils nous ont bien sûr été transmis par un certain nombre de praticiens. Au Japon, on les appelle les tsukisha. Et il y a eu un certain nombre de grands tsukisha qui ont collectionné des hommes de thé, de culture, si vous voulez, des hommes, je dis, par machisme rétroactif, vous me le pardonnerez, des hommes de thé et qui ont constitué et développé cette culture en se confrontant à l'esthétique originelle établie par l'Ikkyu. Une des figures majeures, c'est Matsuda Fumai. 松平不昧子は、いわゆる参勤交代で松江から江戸に上がるまでの間に戸田商店があって、江戸に行くまでの間に戸田商店で遊んでたっていう。C'est un seigneur qui était à Matsue, donc dans la préfecture de Shimane, donc à l'ouest du Japon, et il devait régulièrement se rendre à Edo pour des raisons de soumission politique imposée par le shogun. Et il se trouve que Matsuda Fumai, en allant à Edo, s'arrêtait à Osaka pour s'encanailler chez les ancêtres de Toda-san. そこで絶大な信頼を得て、戸田ロギンという人が、それでこの一元庵という屋号を松平不昧子からいただいたという。Et donc l'ancêtre de Toda-san, Toda Login, a eu la confiance de Matsuda Fumai, et Fumai lui a accordé, via cette calligraphie, un nom, le nom pour la maison Tanimatsuya Toda. Donc il y a eu de grands échanges entre les maîtres de thé, les skisha, les collectionneurs, les hommes de culture, et les marchands, et en fait qui formaient ensemble, qui étaient tous les trois nécessaires pour la pratique et la perpétuation de la culture du thé. Et à l'époque moderne, c'est perpétué par des hommes très fortunés
qui continue perpétue cette culture donc, du skisha, et notamment une figure tutélaire qui s'appelait Masuda Donno. 増田どんのは、不昧校の後に活躍した、スキシャの一人ですね。昭和に入ってからですけども、三井物産を立ち上げて、いわゆる番頭って言われた存在でありながらも、むちゃくちゃ美術品にお金を使った人ですね。Et donc c'est un grand capitaliste, en fait c'est le fondateur du conglomérat Mitsui Bussan qui est encore dominant aujourd'hui au Japon, et tout en étant raillé comme étant le gardien du petit empire Mitsui, il a dépensé une fortune considérable pour la constitution d'une collection qui est de haute volée, et ce sont ce genre de personnes qui ont insufflé une vie nouvelle dans la perpétuation de la culture du thé, qui ensuite s'est répercutée auprès des personnes moins fortunées pratiquant le thé sous des formes plus simplifiées. 彼は英語も堪能で、いわゆる外交との関係もすごく、活躍した人たちだったんですけど、やはり彼はこれは茶これ、これ日常っていう、茶これ常識という、一つの語があるんですけども、これは彼の言葉で、この時代から少しずつ戦争へ向かうという時代をすごく彼は感じてたんだと思います。なのでお茶が日常であるということを訴えてた一つの語みたいですね。Donc c'est un homme qui parlait parfaitement l'anglais, qui avait des rapports diplomatiques avec l'étranger, et qui, à une période où la guerre approchait, prônait la pratique du thé comme une activité culturelle et spirituelle fondamentale pour la société. Et on atteste ce qui est écrit sur la calligraphie qu'il a donc lui-même réalisée et que vous voyez reproduite ici. Le thé relève du sens commun. C'était pour dresser un autre portrait que celui qui est très fréquemment dépeint en Occident, à savoir la perpétuation de cette culture-là à travers les grands théoriciens japonais qui se sont exprimés notamment en anglais, à commencer évidemment par la figure tutélaire qui est Okakura Tenshin, et sous une autre forme, ultérieurement, Yanagi Soetsu, donc le pape du mouvement Mingei, qui a eu une répercussion telle que parfois on réduit de manière un peu... on réduit la richesse et la diversité de l'artisanat japonais au seul style Mingei tel qu'il a été codifié, entre autres par Yanagi. Donc le style Mingei, très rapidement, c'est la valorisation d'un artisanat anonyme utilisé à des fins quotidiennes et avec une visée pratique. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments constitutifs de cette esthétique et de ce dogme-là, si vous me permettez, et qui a été développé dans maints écrits. Et la force de Mingei, du mouvement Mingei, est d'avoir créé une sorte de guilde avec trois branches. Ça n'est pas Descartes, mais c'est Yanagi. Vous avez donc une branche qui est muséale, c'est-à-dire la collection de pièces dignes d'être labellisées Mingei. Ensuite, la bibliothèque, pas la bibliothèque, la maison d'édition, c'est-à-dire les publications qui venaient soutenir le mouvement Mingei et propager sa pensée à l'échelle internationale. Et ensuite, un réseau de magasins et de restaurants pour faire l'expérience de ces objets-là à un public élargi et, accessoirement, renflouer les caisses du mouvement. Et donc ça, c'est une tripartition qui, en parallèle de la pratique du thé, a quelque peu modifié, surtout à l'étranger, la perception et la réception de l'artisanat japonais. Dans ce contexte-là, et là,
on a une approche un peu plus historique, il faut noter le grand changement qui s'est opéré dans la réception de l'artisanat japonais et donc dans la manière dont les artisans produisaient. La figure de Kitaoji Hirosanjin, qui est le grand pape de l'artisanat, c'était un touche-à-tout génial, qui savait à peu près tout faire, qui cuisinait aussi bien qu'il réalisait des céramiques. Lui était encore un grand maître qui, pour vivre, produisait de la vaisselle pour les grands restaurants. Et on assiste à un changement de paradigme peu après, avec la génération ultérieure, avec par exemple des grandes figures comme le céramiste Kamada Shoji, qui lui ne fait plus de la vaisselle pour restaurant, mais fait des œuvres qui seront exposées en galerie, vendues, puis conservées par des musées. Et donc on assiste là à, sous le double effet probablement du grand mouvement Mingei et du marché de l'art à l'occidental, à une réattribution des fonctions des objets artisanaux et sous l'influence du marché de l'art. Il est donc l'heure de trinquer. Nous voudrions juste finir avec 2 pistes supplémentaires. La première, c'est l'idée que finalement tous les éléments, les dispositifs et les concepts esthétiques que nous avons présentés aujourd'hui, dans la mesure, dès qu'ils sont adaptés et adoptés par soit l'industrie, soit par des gens peu regardants, soit dans d'autres contextes culturels, versent immédiatement ou rapidement dans le kitsch, c'est-à-dire c'est les japonaiseries, si vous voulez, c'est toute l'industrie du souvenir à la japonaise, tous les décors japonisants, toutes ces atmosphères soi-disant zen, qui sont en fait d'un kitsch qui est à l'exact opposé de l'esthétique dont j'espère qu'on a pu vous communiquer quelques éléments aujourd'hui. Et ça, c'est un risque qui est inhérent très certainement à la diffusion et à la réinterprétation de ces paradigmes esthétiques, dans la mesure où la radicalité des paradigmes établis par Rikyū était telle que le risque est grand, dès qu'on s'y frotte, de le voir perverti ou en tout cas largement édulcoré. Et il y a eu historiquement quelques moments dans l'histoire du Japon, notamment au XXe siècle, avant la guerre puis après, où il y a eu des querelles autour en gros, du kitsch dans l'esthétique japonaise à visée d'exportation. Et ça a de nouveau eu lieu dans les années suivant la guerre, où par exemple le très grand designer Kenmochi Isamu, que vous voyez là, qui a eu des réalisations fondamentales dans le design contemporain à l'échelle internationale, s'est très vite trouvé critiqué pour faire du Japon édulcoré à l'usage des Occidentaux. Et c'est une thématique qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, avec l'architecte Kuma Kengo, qui fait du japonais à gogo, disent ses détracteurs, et sous une forme extrêmement soft, qui n'a plus rien de la radicalité de ce qui a été esquissé ici. C'est une question qui est très largement ouverte, je ne prendrai pas parti là-dessus, mais dans l'assimilation et la réinterprétation des principes esthétiques qu'on a esquissés aujourd'hui, cette dimension critique-là, évidemment, est absolument fondamentale. Ça n'a pas empêché de nombreux très grands designers japonais de repenser à leur manière une incarnation possible à l'ère contemporaine de la pratique que nous avons essayé de vous démontrer aujourd'hui. Et notamment le très grand designer Uchida Shigeru, qui a été à la fois un très grand penseur et un très grand praticien. Il a beaucoup écrit et il a beaucoup réfléchi sur les manières dont ces principes esthétiques datant de Rikyū pouvaient être incorporés dans si vous voulez, une esthétique et une praxis, c'est-à-dire dans une esthétique et dans un quotidien, au Japon et à l'étranger,
qui a été complètement revu aux normes américaines. Et là, vous en avez une incarnation un peu, enfin très caractéristique. Je demande à Toda-san, qu'est-ce que tu en penses? Du bien ou du mal? Ni du bien ni du mal, dit-il. でもお茶は自由なのでいろんな表現の仕方がある、それがお茶の形、形があるようでないようなのがお茶なので、そういう今の人たちも昔のお茶がいいっていうわけでもなくて、やはり今やれる今その人ができるようなお茶の表現の仕方をしていけばいいと思いますし。Donc, le thé semble extrêmement codifié formellement, mais le thé a une forme et en même temps le thé n'a pas de forme, c'est-à-dire que le thé est libre. Et donc on a peut-être l'image d'une pratique extrêmement codifiée, rigide, en réalité, dès lors qu'on respecte un certain nombre de paramètres, on est totalement libre de faire ce qu'on veut. Et donc, si cette essence-là du thé est préservée, il y a une liberté totale dans l'adaptation, et donc il est tout à fait naturel que les grands praticiens contemporains s'essayent à cette pratique-là. Donc là, vous avez une photo d'une cérémonie du thé qui s'appelle, donc il y a eu pour nom Tengen, qui a été réalisée par Toda-san avec un galeriste à Tokyo qui s'appelle Yokota-san. Donc vous voyez dans un style qui n'a pas grand-chose à voir avec les photos que nous vous avons montrées jusqu'à présent. これは一つの、僕は普段古いお茶の世界にいるんですけれども、その中でもやはりこういう今現代のお茶をやっぱしなきゃいけなくなってきてて、でこのそうですね400年前に焼かれたこの長次郎の茶碗を現代アートの中に囲まれてどういうふうにその長次郎が見えるかっていうことを試してみたかったっていう。D'habitude, je pratique le thé, disons à l'ancienne, donc selon la forme très orthodoxe, mais cette fois-ci, j'ai voulu voir, dans un contexte contemporain, comment apparaîtrait un bol de Chōjiro, donc du même type que celui que nous avons utilisé aujourd'hui, dans un contexte d'art contemporain, et voir s'il résisterait à cette rencontre-là. ここで一緒に取り合わせた岡崎さんの作品はすごく長次郎と一緒に呼吸できたんですけど。Et les œuvres d'art contemporain qui ont été choisies là ont été réalisées par un très grand artiste japonais de l'après-guerre qui s'appelle Okazaki Kazuo. Pardon. Et j'ai été rassuré et ravi de voir que ces œuvres-là entraient en dialogue avec le bol de Chōjiro, qu'elles respiraient le même air que Chōjiro. 現代アートでもきっといろんな現代アートがあるんですけども、たまに長次郎もノンという現代アートもあるということを知りました。ノーという拒絶する。Et donc il y a l'art contemporain extrêmement varié, mais dans mes différentes expérimentations, j'ai compris que certaines formes d'art contemporain étaient radicalement refusées, exclues par Chōjiro. Et donc il termine sur cette phrase qui est extrêmement négative et discriminatoire. でもネガティブなことも中には必要で、お茶はそうやってみんなでこう話し合うそういう場なんでね、そういうことも必要かなと思います。Évidemment, la négation est partie intégrante de la dynamique qu'est la pratique du thé, qui repose encore une fois sur un dialogue et la construction d'une esthétique partagée. Nous avons été un peu longs, mais j'espère que nous ne vous avons pas trop ennuyé et que nous avons pu esquisser un certain nombre de pistes. Encore une fois, notre
nos discussions sont encore dans un état de gestation, mais nous espérons qu'avec votre participation et vos critiques aussi, dans les années à venir, nous développerons un certain nombre de propositions qui pourront prendre la forme de livres, mais aussi d'expositions, d'installations, de performances, pour parler comme on parle aujourd'hui, sachant que pour nous, justement, la tentative est de faire se dissoudre certaines de ces catégorisations-là. Merci de votre écoute. Merci. Nous voudrions tous trinquer, mais s'il y a des questions... Alors, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps encore dans la salle, donc on va accepter peut-être de passer au pot. En revanche, s'il y a des questions, on se questionne les uns les autres autant qu'on peut. Merci à nos deux invités pour ce brillant moment.